Au fond, quand j'ai écrit Penser et quoi était, je savais, quelque part quand j'écrivais L'invention des sciences modernes, que j'avais 3 livres à écrire. Enfin, c'était ces 3. C'était une manière de payer mes dettes. Envers Prigogine, envers Latour et compagnie, envers Whitehead et Deleuze, dont je parle beaucoup. C'était une manière de dire ce que j'avais reçu du monde et qui m'avait permis de penser. Et une fois que Penser et quoi était écrit, je ne me sentais plus chargée de ça. Et donc, ça tombait bien parce que justement, il y avait tout ce monde nouveau qui demandait à être pensé, mais plus forcément autour des sciences ou même autour de la philosophie, hein, parce que je ne suis pas sûre que si les choses tournent de manière intéressante, la philosophie finalement, la philosophie est une spécialité occidentale. Et on est en train et humaine. Ben enfin, il y aura de la pensée. Il y aura de la pensée. Et la philosophie est un mode de pensée, mais je ne suis pas une patriote de la... non, c'est quelque chose qu'on peut tuer, et ce dont j'ai hérité finalement, notamment à partir de Starhawk et d'autres choses, c'est cette nouvelle définition des pratiques et de l'écologie. Eh bien, aujourd'hui, les sciences qui étaient vivantes, c'est-à-dire qu'il y avait des pratiques qui obligent à créer, à être à la hauteur de ce à quoi elles s'adressent, etc., sont détruites, sont sur la voie d'être détruites par ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, où justement les scientifiques sont en situation de dépendance forte envers ceux qui étaient leurs alliés, l'État et le capitalisme industriel. Donc, on peut dire qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus que trahir leurs obligations ou les oublier. Le scientifique aujourd'hui est souvent triste, amer ou cynique. Quand il est triste, au moins il garde un certain souvenir mais souvent idéalisé. Pas un souvenir pratique qui serait politique, mais on nous respectait, on ne nous respecte plus, etc. Ou cynique, on fait ce qu'il faut. Il faut vivre, hein, et donc on fait des saloperies. Donc on vit dans une époque où on voit sous nos yeux ces pratiques qui ont survécu et même prospéré en entrant dans ce qu'on appelle la modernité, quitte à détruire l'opinion, etc. Parce que les sciences rendent aussi de grands services en disqualifiant l'opinion. Puisqu'elle disqualifie des voix discordantes à ce qu'on appelle le progrès. Donc, les sciences survivront, mais pas les pratiques. Or, au fond, quand tout à coup je voyais les enclosures et là aussi des pratiques de commoning, comme on dit aujourd'hui, de travail, de vie pratique en commun avaient été détruites. Les corporations qui avaient des côtés très intéressants au Moyen-Âge ont été détruites. Donc j'en ai conclu, on vit dans un système de pratiques détruites. Et c'est une tristesse, mais ce n'est pas un scandale que les sciences soient aujourd'hui détruites. Le capitalisme détruit les pratiques. Ce qu'on appelle le capitalisme, qui correspond à une modernité ou à une interchangeabilité générale, détruit les pratiques. Donc, c'est là, de plus en plus, à partir de cette destruction des pratiques,
l'affaire qui était une affaire de bien parler des sciences, de comprendre des sciences, de dire ce qu'elles pourraient devenir, devenait immédiatement politique. C'était plus seulement penser les sciences par le milieu, leurs alliés, etc., mais penser les sciences en passe d'être détruites par leur milieu. Donc, penser ce milieu dans sa puissance de destruction de tout ce qui fait que les humains ne sont pas des individus dotés d'opinions, enfin, manipulables, méprisables, et tout ça, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire des livres d'autant plus politiques que, au début, l'une des choses qui m'ont donné du cœur au ventre, c'est ce que j'ai appelé l'événement OGM, qui s'est produit dans ces années-là, hein, qui était que pour une fois, l'opinion était, enfin, non, les contestataires d'une innovation scientifique s'étaient rendus irréductibles à l'opinion. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de raisons d'être contre les OGM, mais chacune, à sa manière, aurait pu être balayée comme opinion rétrograde, politisation, etc. Chacune. Mais ils se sont mis ensemble et ils ont fabriqué des arguments ensemble qui, donc, allaient depuis la destruction des pratiques agricoles aux problèmes économiques posés par la mise sous brevet, aux problèmes biologiques posés par le fait que les résistances que les OGM avaient par rapport aux herbicides pouvaient se communiquer à d'autres plantes, qui sont devenues les super mauvaises herbes, ça s'est passé. Donc le fait que ce qui se passait dans les champs pouvait être très différent de ce qu'on observait dans les laboratoires, parce que c'était des populations innombrables qui peuvent se reproduire et sur des temps longs et sur des hectares et des hectares et des hectares. Ce n'est pas des situations de laboratoire, ça. C'est des situations où des événements rares finissent par se produire, etc. Donc, toute une série de choses qui a créé une véritable culture politique commençant des sciences, hein. Qu'est-ce qu'ils ignorent? À quel prix ils font ça? Mais aussi quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que c'est que cette alliance des arguments scientifiques, etc. Et qui a fait bafouiller les experts. Je veux dire, il y a eu maintenant, ça pourrait recommencer. La pression est permanente, mais pendant un temps, tout à coup, d'autres problèmes ont été posés autrement, et il y a eu non pas une politisation des sciences, au sens où je dis ça parce que je suis politique, mais une mise en politique des sciences, c'est-à-dire que ça devient une affaire. Ce que les sciences proposent est une affaire politique. Ce n'est pas la déduction logique d'un progrès rationnel qui devrait mettre tout le monde d'accord. Donc c'est un divorce par rapport aux sciences, facteurs de progrès humain que tout être rationnel devrait accepter. Et ça montrait effectivement, ça préfigurait la possibilité d'un changement de milieu. Ça a fait bafouiller aussi des scientifiques. Il y a eu des scientifiques qui ont accepté ce type de contestation. Donc ça permettait de penser la possibilité d'un changement de milieu où les sciences auraient affaire à des interlocuteurs différents, qui leur demanderait d'autres types de comptes et exigerait d'elles une autre type d'intelligence, une intelligence qui est sensible aux conséquences, qui est sensible au fait que ce qui est une réussite en laboratoire peut perdre tout à fait sa fiabilité hors du laboratoire, enfin, qui prendrait langue vraiment avec ceux qui sont concernés par ce qu'elle fait. C'était un peu ce parlement des choses à la tombe, et tout à coup, parce que justement tous les interlocuteurs devaient s'entre-écouter, mais c'était pas, il n'y a qu'à faire ça, c'était vraiment une perspective politique et de reclaim, parce que tout à coup, nous ne savions pas de quoi ce public était capable. Il fallait abandonner le terme public, opinion, etc. C'était des interlocuteurs concernés et, comment dirais-je, à qui on ne la fait pas
qui ne demandent pas à être rassurés ou persuadés, etc., mais qui objectent, oui. Ceux qui objectent sont beaucoup plus nombreux que les collègues compétents. Et c'est de ça que dépendent les sciences. Donc c'était une vieille idée que j'avais déjà explicitée plus ou moins, mais qui tout à coup existait. Et donc, et c'était là je voyais aussi ce que pouvait l'activisme, parce que c'était des activistes. J'ai même été appelée en justice on m'a accusé d'avoir participé à la destruction d'un champ d'OGM. Et j'ai vu à ce moment-là le nombre de gens qui étaient très indifférents à ce que je faisais, mais qui me félicitaient. Je me suis rendu compte que le monde avait changé, quoi. On avait avant essayé d'appeler les destructeurs de champs OGM des écoterroristes. Ils avaient essayé. Ça a changé. Ça a changé. Tout à coup, c'était devenu des Robins des Bois. Enfin, beaucoup de choses changeaient. Et c'est là que je me suis mis, enfin j'ai écrit 2 livres évidemment politiques, le 3e sur le ralentissement des sciences, le manifeste pour un ralentissement des sciences, qui est encore sur sciences, mais sur fond de politique. C'est là que j'explique, c'est mis d'ailleurs sous le signe de l'événement OGM. Mais les 2 autres, le premier, c'est la sorcellerie capitaliste avec Philippe Pignard. Et là, on termine avec les sorcières, aux grandes dames de... Mais surtout, c'est un livre, justement, pour centrer sur hériter de Seattle, d'un autre monde est possible, et justement, sur l'idée qui vient des sorcières aussi, enfin. Pourquoi sorcellerie capitaliste? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un drôle de monde où, en fait, tous les instruments, mais sorcellerie est prise là en mauvaise part, d'envoûtement, de meurtre d'âme, etc., sont mis en œuvre. C'est ce qu'on a appelé les alternatives infernales déployées par le capitalisme qui nous prend dans l'impuissance entre deux possibilités également. Vous voulez ça, vous aurez ça, alors quoi? Merde. Vous voulez de meilleurs salaires, vous aurez les délocalisations, etc. Et dans un monde qui ne croit plus à la sorcellerie, donc qui ne sait pas se protéger. Donc le capitalisme a été beaucoup plus intelligent que nous parce que il est l'art des manipulations et que le marxisme et autres ont cru que la vérité les protégerait. Enfin, qu'ils lutteraient, que la vérité les unirait, etc. Et donc, c'est toute cette nécessité de reclaim, un pouvoir d'invention contre invention qui annonce les activistes, au fond, qu'on plaide. Et c'est le sens aussi de cette sorcellerie, de cet art de la mémoire, d'inventer les lieux de lutte et pas de se laisser imposer par le capitalisme qui est dedans. Et dans autant des catastrophes, résister à la barbarie qui vient, ça c'est sur le réchauffement climatique. Et de nouveau, c'est n'attendez rien de l'État. ça s'adresse de nouveau aux activistes pour justement, et sur ce travail à faire ensemble. Quand je l'ai écrit celui-là, ma grande hantise, c'était que je voyais la possibilité d'une espèce de négationnisme de gauche du désordre climatique. Il y avait eu une tendance gauchiste dans le négationnisme, comment dirais-je, quant à l'extermination des Juifs, quant aux chambres à gaz, etc., disant comme ça fortifie l'impérialisme israélien, il faut se méfier, et de là, il n'y a qu'un pas, c'est une invention, puisque ça sert, tout ce qui sert à l'ennemi est inventé par l'ennemi. Encore un exemple de constructivisme. Et ici, comme effectivement,
on n'avait pas encore prévu que rien ne se ferait. Mais ce qu'on pouvait prévoir, c'est ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire le capitalisme vers le verdissement de des tas de choses qui seront totalement pas à la hauteur du problème et qui, par contre, rapportent beaucoup de dividendes au capitalisme, hein, ce qu'on appelle le capitalisme vert. Donc, j'avais peur que les activistes anticapitalistes disent, vous voyez, c'est une nouvelle manière du capitalisme de faire des profits, donc c'est de la blague. Et j'essayais de dire, c'est vrai, le danger existe, et il faut certainement ne se fier ni au capitalisme ni à l'État, mais ça ne veut pas dire que c'est de la blague. Le monde a changé. Je veux dire, on ne sera plus jamais seul au monde. Gaïa n'est pas une crise passagère. Ce que j'appelais Gaïa, c'est-à-dire tout ce bouleversement des déséquilibres qui font des processus qui font le climat, ne nous laissera plus jamais la paix. Il faudra toujours faire attention, c'est pas une crise, c'est l'apprentissage qu'on n'est pas seul au monde. On vit avec dans le même lit, on pourrait dire qu'une puissance implacable et chatouilleuse. Et donc il y avait des tas de... Enfin, c'était complètement articulé sur cette nécessité de sortir de cette histoire dont les protagonistes étaient l'État, l'entrepreneur, ce que j'appelle l'entrepreneur, mais derrière l'État, l'entrepreneur et la science, qui étaient les trois puissances qui s'assuraient de notre docilité. Donc, ça, c'est un livre qui a été réédité récemment en Angleterre, en Amérique, alors que c'était paru en 2009, et qui a eu... en tout cas, il n'avait pas vieilli, d'après les réactions anglaises, américaines. Et c'est vrai que le capitalisme... Il y a eu toute cette période de dénialisme où le capitalisme n'avait pas besoin de se verdir, puisqu'il s'appliquait plutôt à dire que rien n'était sûr et qu'il fallait rien changer. Mais maintenant que cette période-là est terminée, eh bien le capitalisme trouve des tas de manières de profiter de la situation sans qu'on puisse dire autre chose qu'il y gagne, mais on ne sait pas très bien. C'est certainement pas à la hauteur de ce à quoi Gaïa nous oblige. Donc Gaïa, pour moi, c'était aussi un de ces êtres. C'est-à-dire que la question n'était pas de la personnifier au sens de lui prêter une intentionnalité. Non, au contraire, ce qui est terrible, c'est que c'est un être qui a des relations de parenté avec d'autres puissances féminines, etc. Mais ici, elle a été inventée par des scientifiques. Donc, elle ne nous entend pas, elle est indifférente, elle est implacable. Et c'est donc pas à elle qu'il faut répondre, elle ne nous pose aucune question. Par contre, la question à laquelle nous devons répondre, nous devons répondre à comment Gaïa nous impose de changer. Nous ne devons pas la satisfaire, elle ne nous demande rien, mais elle nous impose une question qui nous regarde nous. Donc c'est toujours très intéressé à qui agit, comment répondre, qui pose la question, d'où vient la réponse, etc. Au lieu d'anonymiser ça. Donc par exemple, je sais qu'il y a beaucoup qui disent... on ne peut plus dire nous, comme si c'était les humains tout entiers, évidemment. L'Anthropocène me débecte absolument. Hein. Par contre, je peux continuer à dire nous, mais ça ne veut pas dire nous les humains, au contraire. Tout ce que j'essaye, c'est de faire peser une inconnue intéressante et vibrante sur de quoi pourraient devenir capables les humains, sachant que l'homme normal, eh bien, il est issu d'un désastre. Donc c'est
C'est l'inconnu de quoi pourraient devenir capables les humains qui me fait penser, avec les activistes et avec d'autres. Donc, mais par contre, je peux dire nous, mais ça nous situe. Je peux me situer parmi les modernes, parce que justement, contrairement à des peuples autochtones, j'ai dû me débarrasser de tout ça. Enfin, tout ce qu'on pense quand on est moderne, je l'ai connu, je l'ai bouffé, ça m'a fabriqué. Et donc, je peux encore dire nous, parce que je sais ce que c'est. C'est pas une puissance étrangère, c'est en moi. Donc voilà, donc c'est toujours qui parle et qu'est-ce qui nous fait parler. Et là, ce nous, je ne dirais jamais nous qui englobe les nations, les Premières Nations du Canada ou les Amazoniens. Non, non, c'est pas le même nous, ils ont d'autres nous. Quand ils disent nous. Mais, et quand dans le livre avec Vinciane, on disait nous, eh bien c'est justement, non pas nous les femmes, mais dans le mouvement de devenir un nous. Que va induire le fait de dire nous quand il s'agit de nous les femmes, attention, de nous les femmes pour qui comment penser importe. Donc ça fait plein de tirets pour dire nous. Donc on se mettait sous le signe de nous les petites filles de Virginia Woolf. Donc c'est toujours, oui, qui est le nous quand on dit, on peut dire nous, mais à condition de se mettre dedans, activement. Et de ne pas mettre dedans ceux qui n'ont aucune raison d'y être, sauf des mauvaises. Alors, le dernier cadeau que m'a fait Whitehead, c'est ce que j'ai appelé la voie moyenne, que j'ai introduit dans le dernier livre, Réactiver le sens commun. Pourquoi ? Parce que, au fond, j'ai traduit des gros morceaux de Whitehead pour écrire ce Penser avec Whitehead, et j'avais chaque fois, je me heurtais chaque fois à des phrases où effectivement, il hésitait sur, par exemple, pas parler technique, mais dans l'entité métaphysique qui est au cœur de l'occasion actuelle, qui est au cœur de sa construction, on doit à la fois dire que elle est causée par ce dont elle hérite, la manière dont elle... Mais elle se saisit de ce dont elle hérite, de ce passé, à sa manière. De la même manière, ce dont elle hérite, on peut à la fois dire que ils visent leur unification par, comment dirais-je, par l'entité actuelle, mais ils sont aussi des visés de... Enfin, on ne sait jamais qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est passif. Ce qui semble subir, en fait, subit parce qu'il devient en subissant. Et je me suis rendu compte que ça, c'était ce qu'on appelait la voie moyenne syntactiquement. C'est-à-dire, la voie active, c'est le sujet agit, le sujet syntactique est celui qui agit. La voie passive, c'est je mange une pomme, et la voie passive, c'est une pomme est mangée, le sujet subit l'action. Hein? Et or, il y avait une autre voie où le sujet devient lui-même dans l'action. Et j'ai compris pourquoi les gens m'attribuaient toujours, Bruno notamment, mais c'était de Bruno Latour, ce geste-là. Eh bien, ce geste-là, je ne savais pas encore que c'était la voie moyenne, mais c'était ça, c'est toutes ces choses qui se rassemblent pour devenir quelque chose. Ils ne sont pas cette chose, mais ils ont besoin de cette opération de rassemblement pour devenir. Et je me suis rendu compte que c'était politiquement très important, notamment pour les activistes et pour les interdépendances, etc.,
c'est pas que quelque chose nous affecte, ce qui est des tas de choses qui m'affectent. Mais ce qui compte, c'est se laisser affecter par, c'est-à-dire pas subir, mais se laisser affecter, le goûter, et devenir avec ce qui vous affecte, devenir grâce à ce qui vous affecte. Et ça, c'est ce que Whitehead appelait sensibilité mutuelle. On devient, et c'est quelque chose qui est devenu un refrain, on devient avec les autres, grâce aux autres, au risque des autres. Mais ça veut dire que avant tout, c'est pas une, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est vrai en écologie biologique, etc., qui est vrai en général, mais qui, dans ces cultures qui ont été détruites et qui cultivaient l'interdépendance et l'ensemble, etc., ça a été détruit, donc ça doit être cultivé. Pour moi, s'il y a une transversalité entre ces vieilles choses qu'on appelle nature et culture, c'est qu'il y a des choses que les humains, dont les humains héritent dans leur corps. Mon corps est tissé d'interdépendance. Je suis pleine de bactéries étrangères grâce auxquelles je vis et je pense, donc, et qui vivent grâce à ce que je mange. Et là, c'est moi qui mange, etc. Donc, il y a interdépendance partout, etc. Mais l'interdépendance peut être détruite. Nous en savons quelque chose. Nous sortons de là. Toutes ces destructions de pratiques sont des destructions d'interdépendance. Et donc, la culture, c'est ce qui peut être détruit. C'est ce qu'il faut cultiver et qui peut être détruit. Et donc, il me semble que la voie moyenne, c'est une manière de parler qui active l'attention vers ce qui peut être détruit si on rigidifie celui qui agit et celui qui subit, celui qui est régi et celui qui commande, etc. Et que... c'est très important de ne pas se laisser prendre dans les pièges du langage, c'est-à-dire de rendre ce qu'on appelle réalité beaucoup plus intéressant et délicat à définir, justement parce qu'en la définissant, on se définit soi-même. Donc ça, c'est la dernière chose que je dois avoir été, c'est au fond... Nietzsche disait, les chrétiens sont produits par leur syntaxe, c'est la syntaxe qui fait les chrétiens. Et c'est vrai que la syntaxe a un grand rôle dans la manière dont les langues fabriquent les parlants. Eh bien, la voix moyenne peut fabriquer des choses intéressantes. Et c'est assez... Parce que dès qu'on dit se laisser... eh bien, on est dans la voie moyenne. C'est-à-dire qu'il faut accepter, il faut s'ouvrir pour être affecté sur un mode qui vous transforme. Et je crois que les Quakers l'avaient compris.